Assimi Goïta que vous voyez là, le mouvement politique populaire malien, le mouvement civil malien va le dégager. Assimi Goïta que vous voyez là, il a 3 destinations. Première destination, la prison. Ça, c'est une destination chanceuse. Deuxième destination, il risque de se faire tuer. Donc la tombe. Troisième destination, l'exil. Assimi Goïta ne peut pas être président. Oui, le président Assimi Goïta, en digne fils de l'Afrique, nous représente brillamment à Pékin. Vous connaissez la prestance du président Goïta. Joli garçon en uniforme, droit et orthogonal. Quand il se met dans une belle veste, il est élégant. Voilà, quand il se met dans une belle veste et qu'il taille sa barbe habituellement broussailleuse, mais qu'il la taille de manière esquisse. L'imposture du messianisme numérique, Franklin Nyamsi ou le mercenariat intellectuel au service du système Gnassingbé B. Depuis une décennie, l'Afrique de l'Ouest est le théâtre d'une mutation profonde de son espace public. À l'ère des réseaux sociaux, une nouvelle race d'acteurs a émergé, les influenceurs souverainistes. Parmi eux, une figure s'est imposée par la virulence de son verbe et l'omniprésence de son image, Franklin Nyamsi, dit Franklin Nyamsi au Cameroun. Pour ses partisans, il est le pourfendeur de l'impérialisme français, pour l'observateur averti et le démocrate rigoureux, il incarne une dérive dangereuse, celle d'un panafricanisme de façade, vidé de sa substance éthique, mis au service de l'un des régimes les plus anachroniques du continent, celui de Faure Essosimna Gnassingbé. La métamorphose d'un intellectuel, de la Sorbonne aux officines de Lomé. Pour comprendre l'imposture, il faut observer la trajectoire. Franklin Nyamsi, agrégé de philosophie, a longtemps gravité dans les cercles académiques et politiques ivoiriens, notamment comme conseiller occulte de Guillaume Soro. À cette époque, son discours se drapait dans les oripeaux de la légalité et de la citoyenneté. Mais après la chute en disgrâce de son mentor et son exil forcé, Nyamsi a dû se réinventer. C'est dans ce vide qu'est né le business du panafricanisme. En s'appropriant les codes du mécontentement populaire légitime contre la politique africaine de la France, Nyamsi a construit une audience massive. Cependant, le panafricanisme, dans sa tradition historique de Nkrumah à Sankara, a toujours été indissociable de la libération des peuples. Or, chez Nyamsi, on observe un silence assourdissant, voire une complaisance révoltante, dès qu'il s'agit des violations des droits de l'homme au Togo. Comment peut-on se dire libérateur de l'Afrique tout en étant l'invité de marque d'une dynastie qui règne par la force depuis plus d'un demi-siècle? Le paradoxe togolais, le panafricanisme comme vernis dictatorial. Le régime de Faure Gnassingbé est un cas d'école. Succédant à son père dans un bain de sang en 2005, plus de 500 morts selon l'ONU, il a maintenu un système de verrouillage total, modification constitutionnelle à répétition, musellement de l'opposition, et plus récemment, le passage à une 5e république parlementaire dont l'unique but est de garantir un pouvoir à vie au chef de l'État. Franklin Nyamsi, pourtant si prompt à dénoncer les dictatures pro-françaises, devient étrangement conciliant dès qu'il traverse la frontière togolaise. Pourquoi? Parce que Lomé a compris tout l'intérêt de financer et de protéger ses voies d'influence. En offrant un sanctuaire logistique et financier à des figures comme Nyamsi, le pouvoir togolais s'achète une virginité panafricaine. Nyamsi sert de caution intellectuelle à la stratégie de Faure Gnassingbé, se positionner comme le médiateur du Sahel, l'ami des juntes militaires du Mali, du Burkina et du Niger, tout en maintenant un régime répressif à l'intérieur. C'est le triomphe de la cosmétique politique sur la réalité démocratique. Un discours de haine comme produit d'appel. La rhétorique de Franklin Nyamsi repose sur un manichéisme simpliste, d'un côté, les patriotes, ceux qui le suivent et soutiennent les régimes autoritaires alliés, de l'autre, les valets de l'impérialisme, tous ceux qui demandent la démocratie, la liberté de la presse et l'alternance. En tant que journalistes démocrates, nous devons dénoncer cette capture de l'imaginaire africain. Nyamsi utilise des concepts nobles, souveraineté monétaire, départ des troupes étrangères, dignité noire, pour masquer une réalité beaucoup plus prosaïque, le maintien au pouvoir de régimes liberticides. En diabolisant toute critique interne comme une émanation de l'officine française, il interdit de facto au peuple togolais le droit de contester son propre dirigeant. Le business de la colère, financement et opacité. Le panafricanisme de Nyamsi n'est pas un sacerdoce, c'est une entreprise. Entre les monétisations YouTube, les dons de la diaspora et, surtout, les financements occultes provenant des palais présidentiels, l'argent est le nerf de cette guerre médiatique. Le Togo est devenu la plaque tournante de cette influence mercenaire.
On y organise des forums, on y invite des activistes en jet privé, on y loge des influenceurs dans des hôtels de luxe à Lomé 2. Pendant ce temps, l'étudiant togolais croule sous la précarité et le journaliste local risque la prison pour avoir enquêté sur la corruption au sommet de l'État. Rappelons les cas de Ferdinand Haïté ou de Loïc Lawson. Franklin Nyamsi n'a jamais eu un mot pour ses confrères. Son panafricanisme s'arrête là où commencent les intérêts de ses bailleurs de fonds. L'instrumentalisation du Sahel et l'axe Lomé-Moscou-Bamako. Nyamsi se présente comme le porte-parole non officiel des juntes de l'AES, Alliance des États du Sahel. Il capitalise sur le sentiment anti-français. Nyamsi se présente comme le porte-parole non officiel des juntes de l'AES, Alliance des États du Sahel. Il capitalise sur le sentiment anti-français, réel et justifié par des décennies de politique néocoloniale, pour pousser un agenda qui n'est pas celui de la liberté, mais celui d'un changement de tutelle. Dans cette configuration, le Togo joue le rôle de base arrière. Faure Gnassingbé, autrefois perçu comme le bon élève de la France, a opéré un virage opportuniste vers un souverainisme de façade pour ne pas être balayé par la vague de mécontentement régional. Franklin Nyamsi est l'architecte médiatique de ce virage. Il vend aux opinions publiques africaines l'image d'un fort, sage et protecteur des juntes, faisant oublier que ce même fort préside un pays où l'alternance est un crime de lèse-majesté. Pourquoi Franklin Nyamsi est le tombeur du vrai panafricanisme? Le vrai panafricanisme est un humanisme. C'est un projet de construction d'un État de droit à l'échelle continentale. Ce que propose Nyamsi est un panafricanisme des autocrates. Il tue le débat d'idées, par ses injures et ses appels à la vindicte populaire contre les intellectuels dissidents, il appauvrit la pensée africaine. Il légitime la violence d'État, en justifiant chaque répression par la nécessité de protéger la souveraineté, il donne un blanc-seing aux bourreaux. Il trahit la jeunesse, il enivre une partie de la jeunesse africaine avec des slogans vides, l'empêchant de voir que les vrais freins au développement sont autant le néocolonialisme que la mauvaise gouvernance locale et la corruption des élites dont il fait partie. Conclusion, pour un réveil démocratique. Franklin Nyamsi n'est pas le héros de la liberté africaine. Il est le symptôme d'une époque où l'émotion prime sur la raison, et où le clic vaut plus que la vérité. En se mettant au service de Faure Gnassingbé, il a choisi son camp, celui des palais contre les rues, celui de la durée indéterminée contre l'alternance, celui de l'opacité contre la transparence. Le peuple togolais, comme tous les peuples d'Afrique, mérite mieux que ces marchands d'illusions qui prêchent la révolution depuis leur confort, tout en serrant la main de ceux qui oppriment le citoyen lambda à Lomé, Mango ou Kara. Le combat pour la souveraineté de l'Afrique ne se fera pas contre la démocratie, mais par elle. Il est temps de démasquer les faux prophètes et de remettre le panafricanisme sur ses deux pieds, la liberté des États, certes, mais surtout la liberté des citoyens. Franklin Nyamsi n'est qu'un courtisan de plus dans la longue histoire des régimes dynastiques. Sa parole s'éteindra avec les subventions qui la nourrissent. La soif de justice des peuples, elle, est éternelle. Note de la rédaction, cette analyse appelle à une réflexion profonde sur la responsabilité des leaders d'opinion à l'heure du numérique et sur la nécessité de dissocier la lutte légitime pour l'indépendance économique de la complaisance envers les dictatures locales. Souhaitez-vous que j'approfondisse un point spécifique de cette analyse, comme le rôle de la Ve République au Togo ou les mécanismes de monétisation de la haine en ligne?